Dans ce nouveau numéro de l'émission Le Déshonneur, j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants permanents. Madame Fatem Zahra Benbaraham, vous êtes avocate et spécialiste en droit de l'histoire. Bienvenue à vous, maître. Merci. Bien sûr, en face de vous, Hassan Arab, notre journaliste et animateur de l'émission Les Dossiers de la Mémoire, qui est diffusée sur Canal Algérie, notre chaîne, chaque mardi soir à 22 h. Je rappelle que vous êtes universitaire et chercheur en histoire et vous êtes intéressé, bien évidemment, à cette page sombre de l'histoire de notre pays, à savoir les massacres du 8 mai 1945. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on a encore une fois le plaisir d'accueillir notre invité de la wilaya de Tiaret, qui s'est permanisé, j'allais dire, à Alger, bien sûr à l'occasion de ces émissions très très intéressantes pour la transmission de notre grande histoire. Monsieur Ammar Belkhouja, vous êtes journaliste et auteur et chercheur en histoire, et ce soir vous êtes là particulièrement pour un livre, un ouvrage que vous avez sorti, édité et puis écrit avec beaucoup de patience et de passion, j'imagine. Il s'agit bien sûr de Guelma 1945, un criminel nommé Achiari. On parlera de ce sinistre personnage, bien évidemment, tout le long de cette émission. Mesdames et messieurs, pour l'historien Radouane Aïna Tabet, le 8 mai 1945 inaugure l'ère de la décolonisation. Pour l'historien Mohamed Harbi, il va plus loin. Il va dire que la guerre d'Algérie a bel et bien commencé à Sétif le 8 mai 1945. L'historien Jean-Charles Geoffrey est du même avis. Et puis l'historien américain Todd Shepard dit que dans le récit algérien, Sétif est évidemment un événement inaugural pour la conscience et l'histographie algérienne. Mais pour comprendre l'histoire de cette date, encore une fois charnière, il faut revenir au contexte de l'époque et celui qui a précédé cette date. On vous propose cet extrait tiré du documentaire de notre collègue Bouzidoul Tchoussine aux armes indigènes, qui résume bien la photographie globale et générale de l'Algérie durant l'oppression coloniale. On regarde et on revient juste après. Un tiers de la population algérienne active est arrachée à la société pour combattre au front ou bien travailler dans les usines d'armement et autres au titre de la participation à l'effort de guerre. La France réquisitionne et achète les denrées alimentaires à des conditions avantageuses. L'Algérie contribue à nourrir la France à bon prix. Si les exportations algériennes de vin, de tabac et de céréales augmentent, en revanche, les importations se raréfient. Partout, on est à la recherche de sucre, de charbon et de pétrole. La population algérienne est sérieusement touchée par la famine. Plongé dans la misère, on implore Dieu. Les nouvelles en provenance du front font état de beaucoup de morts. Les familles commencent à parler de tirailleurs chairs à canon. La généralisation de la conscription en 1916 entraîne des protestations. La réquisition d'une partie des récoltes s'accompagne de disettes. Ici et là, les gens se soulèvent contre la Askaria. La résistance est particulièrement vive dans les Aurès. L'armée française réplique en incendiant plusieurs douars. La répression est sauvage à Ain Touta, Douar Ouled Ayouf et Berika. Plusieurs morts et des arrestations sont enregistrées. Du front, les combattants algériens découvrent un pays laminé par la guerre. Les prix ont plus que triplé. Les colons du négoce étalent leurs richesses au moment où les Algériens sont rongés par la famine et la maladie.
Bien sûr, nous saluons ce travail considérable qui a été mené par nos équipes de Canal Algérie. Nous saluons le réalisateur Bouzid Ould Houssine qui a travaillé énormément sur, bien sûr, le mouvement national et l'histoire de la colonisation française en Algérie. On voudrait aussi remercier un journaliste, un auteur aussi, un chercheur en histoire. Il s'agit de Kamel Benyaïch qui a écrit ce magnifique ouvrage. Il y a plein de post-it dedans pour vous dire que c'est un travail d'investigation très très intense. Il s'intitule Massacre de mai 1945 en Algérie, la vérité mystifiée. Et on a travaillé sur ce livre avec bien sûr Hassan Arabe. Ça a été notre base de travail pour cette émission, pour vous donner le plus d'éclairage possible pour bien sûr comprendre cette date charnière qui a inauguré une nouvelle ère bien évidemment pour le combat contre le colonialisme. Hassan Arabe, je vais m'adresser à vous pour une première question. Hassan, vous avez travaillé énormément sur cette date-là, j'imagine, avec l'émission que vous animez en hebdomadaire pratiquement depuis quelques années sur Canal Algérie. Mais pour permettre justement aux téléspectateurs de comprendre cette date et quels sont bien sûr les détails de ce qui s'est passé, ces massacres, ce génocide à ciel ouvert, vous me dites qu'il faut revenir à ce qui a précédé cette date, aux prémices de cette date. Vous nous donnez un petit peu une photographie globale, un contexte global sur ce qui se passait dans le monde et pourquoi on est arrivé là. Vous avez bien fait d'ailleurs de le souligner donc, dans votre introduction. Vous avez fait le lien entre les premiers massacres coloniaux et les massacres de Sétif Guelma et Kharata en 1945. Oui. Effectivement, il y a un rapport direct parce que la colonisation a adopté le même système dès 1830. Mais dans le contexte du XXe siècle, donc on a deux dates, donc les deux grandes guerres, donc la première guerre mondiale et la deuxième, où les Algériens ont été mobilisés gratuitement comme chair à canon. Donc, et les Français parlaient d'un pays pacifié. Or, les procédés de la colonisation, notamment en ce qui concerne les redevances, ce qu'on appelle les redevances de package, les amendes financières, donc ont appauvri le peuple algérien, réduit donc à la misère, parce qu'il ne pouvait même pas ramasser librement les glands pour subvenir à ses besoins dans un contexte où la France coloniale a réquisitionné les biens, mais aussi les denrées alimentaires pour ravitailler la troupe. Donc, dans ce contexte, plus il y avait un certain nombre de colons qui étaient, parce qu'on va découvrir que les colons vont jouer un rôle important dans les massacres de Sétif. Donc nous avons une révolte, la révolte de Marguerite, l'actuelle Ain Turki, donc du côté sur le flanc du Zakar. Une révolte qui a duré une journée. Donc c'est le 26 avril 1901 où donc on s'attaque à la maison forestière de Tizi Ouzir. Et puis c'est la marche vers le petit village de Marguerite où on s'attaque essentiellement aux colons. Et le colon, il y avait un certain colon qui s'appelle Genoudi. Donc, tenez-vous bien, il avait à lui seul 1200 hectares. Donc, dans cette région connue pour ses cerises. Donc, ce bonhomme, il avait donc bénéficier de ce qu'on appelle les expropriations licites, parce qu'il y avait un dispositif à partir donc des lois Varnier qui lui permettait donc d'agrandir ces territoires. Donc c'était un homme à qui
enlevé donc des terres. Il s'appelle Yaqub, Yaqub Ben Mohamed. Il décide donc de se révolter contre ce colon et contre les procédés, parce que ce n'est qu'un exemple, c'était les procédés de la colonisation. Et c'est dans ce contexte que les Algériens seront mobilisés donc, pour la Première Guerre mondiale. Il va y avoir donc la première révolte, après la révolte, il y avait une petite révolte en 1904, pour les mêmes raisons, hein, donc, du côté des Aurès. Et puis il y a la révolte de 1914, donc du côté de Bni-Chougran. Donc Chougran, c'est la région où l'Émir Abdelkader avait donc préparé la résistance. Donc c'est toute la région qui va se soulever pour dénoncer la conscription obligatoire imposée par la France coloniale aux Algériens à partir de 1912. Mais la principale révolte, celle qui a été évoquée dans le documentaire qu'on vient de voir de Bouzidoul Houssine, c'est la révolte de 1916, où la France a massacré, violé, détruit donc des villages entiers. Du côté des Aurès. Du côté des Aurès. Donc c'est Belzma, Ain Touta et Marouana essentiellement. Donc c'est dans toute sa région. C'est-à-dire, si on comprend bien ce que vous nous dites, Hassan Arabe, ce soir en début de cette émission, c'est que au final, dès 1830, c'est-à-dire dès l'invasion de l'armée française et toutes ces batteries, en tout cas de lois qui réprimandaient le peuple algérien et ce pouvoir d'écrasement sur le peuple algérien, donc rien n'a changé en fin de compte. Gilbert Meunier, l'historien, avait dit que la Première et Deuxième Guerre mondiale avaient fait révéler au monde la condition de la colonisation française des Algériens et puis bien sûr cette colonisation qui a occulté le peuple algérien. Et là, je me retourne vers Madame Fatem Zouhara Ben Brahim. On a vu tout à l'heure, bien sûr, dans mon avant-propos, les déclarations de beaucoup d'historiens sur ce qu'a été la date du 8 mai 45 et qu'est-ce qu'elle signifiait dans la grande histoire de la révolution du peuple algérien et dans cette sombre histoire de la colonisation française. Qu'est-ce que représente pour vous cette date, Madame Fatem Zouhara Ben Brahim? Alors, 1945 et le 8 mai est une date charnière. Date charnière sur les deux continents, le continent africain et le continent européen. L'Europe contre le nazisme, les Alliés contre les nazis, la France qui perd sa République et qui la récupère en Algérie, parce que l'Algérie devient le siège de la République française, une guerre qui a détruit l'Europe. Et donc, sur le plan international, c'est une véritable cassure. C'est une victoire qui a un goût amer. Parce que, au même moment, l'Algérie se réveille. Le peuple algérien se réveille. 45, il ne faut pas l'oublier, c'est le début de la notion de décolonisation. C'est également le début de la naissance du tiers-monde. Et c'est enfin le début de la révolution algérienne. Donc cette date est très significative pour l'historien ou pour le juriste. En ce sens que si nous allons vers le fait, il y a eu des massacres, il y a eu des assassinats, il y a eu une négation du droit et une négation des règles élémentaires du droit de la guerre. Ça, c'est d'un point de vue. De notre point de vue, c'est-à-dire vu par les Algériens, c'est un usage de la mort systématique. C'est l'écrasement, je ne dis pas d'une révolution parce que nous n'étions pas dans une révolution, nous étions en train de construire la vie politique des Algériens. Donc la naissance des partis politiques, le pluralisme, etc. Vous voyez que le pluralisme, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a très longtemps. Donc c'est l'éveil de la population algérienne. Et face à ce massacre, eh bien, les Algériens vont adopter une politique de révolte constante qu'ils vont donc reprendre
plus tard dans la déclaration du 1er novembre, qui trouve ses sources justement dans ce massacre et dans la révolution de 1830 jusqu'à 1954. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'Algérien ne pouvait plus supporter cette situation de paupérisation dans laquelle la France l'a mis. Comme il ne pouvait plus supporter le mensonge de la France. L'éveil venu en 45, en fait, il est venu également par les Algériens qui ont fait la guerre en France et qui sont revenus et qui ont compris à l'époque le sens de la liberté, le sens du sacrifice pour la liberté, le sens du combat pour la dignité. Et de retour à Alger, ils ont voulu appuyer et concrétiser les promesses de la France et ils ont essayé de transposer ces valeurs indépendantistes, libérales et de liberté en Algérie, chose qui n'a vraiment pas plu au gouvernement français de l'époque, ou du moins au gouvernement provisoire de l'époque. Vous avez bien fait de parler d'Alger, parce que je vais revenir vers Hassan tout à l'heure pour préciser que avant le 8 mai 1945, il y a eu le 1er mai, et bien sûr, nous nous rappelons tous de ce massacre qui a eu lieu à Alger, mais aussi dans d'autres villes, y compris la grande ville d'Oran, à Blida aussi, pour ne pas aussi oublier cette ville qui a eu aussi à donner des sacrifiés et des martyrs. Mais je vais parler avec vous, monsieur Ammar Belkhouja. On a tout le temps parlé de la contradiction française dans tout ce qu'elle prétend faire. On a parlé de cette pseudo-mission civilisatrice. À chaque fois qu'on brandit, on parle de faire du bien à ces populations en errance, des populations qui, en fin de compte, n'ont pas de culture, n'ont pas de savoir-vivre, n'ont rien, n'ont pas d'identité. Et on voit bien ce qui a suivi cette politique de soi-disant civiliser les peuples. Hein. C'est des massacres, c'est des génocides, c'est des razzias, c'est des exterminations, c'est des épidémies et des pandémies. Mais j'allais dire, l'apothéose de cette colonisation va s'afficher au grand monde. C'est ce jour où le monde entier, les alliés, vont célébrer, bien évidemment, cette victoire contre le nazisme, contre le fascisme, contre l'horreur nazie. Mais en même temps, la France avait commis ce que commettaient les nazis en Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce paradoxe-là qui poursuit tout le temps la France coloniale? Un paradoxe qui nous explique que le crime génocidaire est une constance. Au mois de juin, le 19 juin 1845, c'est Pélissier qui va enfumer toute une tribu à l'intérieur d'une grotte dans la région de Mostaganem. Un millier de personnes, dépendant de la tribu de Ouledriah, va périr à l'intérieur d'une grotte. 1845. Un siècle après. Le 8 mai 1945. Un siècle après, le crime génocidaire est encore en présence dans notre pays. Avant peut-être d'aborder certains détails très importants, j'ai une mise au point et un rappel historique. La mise au point, c'est que, d'une manière générale, on a un abcès de fixation. Le 8 mai 1945. Et pour beaucoup de citoyens, on a cette impression que 45 000 Algériens ont été décimés le 8 mai 1945. Non. Le meurtre collectif, la terreur qu'on a semée à la durée du 8 mai 1945, tout le mois de mai, tout le mois de juin, et pendant quelques jours du mois de juillet. Je vais peut-être aller plus loin. Pardon, mais je vais peut-être aller plus loin parce qu'on a noté dans les recherches de Kamel Ben Yaïch que 19 mois plus tard, c'est-à-dire 19 mois après le mai 45, le mois de mai 45, on continuait à massacrer les Algériens. Absolument. Le rappel historique, c'est que en 1948 et 1949, quelques années, tout juste quelques années après le 8 mai 45 en Algérie, c'est cette même France coloniale qui va décimer, qui va commettre un autre crime génocidaire à Madagascar. Et 49 000 Malgaches vont être massacrés durant ces 2 années. C'est pour dire encore que
les empires coloniaux, ils sont anglais ou français, leur démarche permanente, c'est l'assassinat des peuples colonisés. Je reviens un peu à ce paradoxe dont vous venez d'évoquer, que vous venez d'évoquer. C'est pendant que les peuples commémorent la fête de la victoire. Oui. Et c'est la fête dans toutes les capitales du monde. La France décide de déclencher une guerre contre les Algériens. Tout simplement parce que la guerre contre le nazisme et contre l'hitlérisme a été un ratage pour les Français. La France va basculer, je dis bien, hein, toute la France va basculer dans le pétainisme, lequel pétainisme va travailler sous les ordres d'Hitler. Cependant que à peine 70 000 résistants vont être mobilisés derrière De Gaulle. Sinon, toute la France va basculer dans le pétainisme qui va rapporter le décret Crémieux, et cette même France va devenir une France anti-juive. Lesquels juifs? La communauté juive. Que ce soit à Paris, que ce soit en Algérie. À Paris, c'est le recteur de la mosquée de Paris qui va protéger plusieurs Israélites à l'intérieur de la mosquée de Paris, en Algérie. Les Algériens ont pris la sage décision de protéger les Juifs algériens contre les mesures discriminatoires d'Hitler dictées à Pétain. On leur demandait de s'habiller dans des tenues algériennes, arabes. Bachtarzi. Je cite l'exemple de Mehdi Bachtarzi, qui avait des Juifs musiciens dans sa troupe musicale et qui devaient participer à des enregistrements à la radio Alger. On ne les acceptait pas parce que Hitler avait décidé, en ordonnant à Pétain, d'exclure de toutes les institutions l'élément juif. Mehdi Bachtarzi a signé des certificats attestant que les musiciens juifs de sa troupe s'étaient convertis à l'islam pour les protéger et leur permettre de participer à des concerts à la radio. C'est pour dire un peu que cette Algérie a été noble en protégeant la communauté juive. Le ratage de la guerre, le ratage de la guerre contre Hitler, contre le nazisme, ça va être une vengeance contre les Algériens. Une vengeance pourquoi? Pour accaparer, pour aller à la conquête d'un héroïsme à bon marché. Et on va faire la guerre à un peuple. L'aviation, elle est en action. Oui. La milice, elle est mobilisée. Oui. Le navire de guerre. Et on assiste à une hécatombe et on assiste à un crime génocide. Je parlais peut-être tout à l'heure du sinistre André Achiari, le sous-préfet de Guelma, qui va diriger, qui va semer la terreur et qui va diriger des meurtres collectifs et qui va décimer la fine fleur de la jeunesse guelmoise. On avait recensé à l'époque 700 crimes, 700 assassinats des meilleurs enfants de Guelma. Et la totalité du génocide dans cette région va se chiffrer à 15 000 morts. Uniquement à Guelma et dans la région de Guelma. Oui. Rien que pour la ville de Guelma. Alors, le sinistre André Achiari, le sous-préfet de Guelma, nous allons le retrouver au mois de mai et au mois de juin 1945 à Guelma. Et nous allons le retrouver le 10 août 1956, parce que c'est lui le commanditaire de la bombe de la rue de Tabarakasba. C'est André Achiari. Lequel Achiari? Nous allons encore le retrouver le 22 octobre 1956 dans le détournement d'avion où l'on avait appréhendé les 5 leaders algériens. C'est encore lui qui est intervenu pour faire détourner l'avion qui a décollé de Rabat et qu'on devait détourner vers Alger. Achiari, son nom est lié à ce grand massacre qui va se commettre à Guelma. Et je citerai peut-être tout à l'heure quelques exemples assez édifiants. Exactement. Donc Achiari, qui était sous-préfet de Guelma, mais après on va bien évidemment lui coller d'autres noms, hein, parce que
C'est-à-dire il aura des acolytes, je ne sais pas si le mot est juste, c'est-à-dire... C'est une façade d'un système. Ouais, c'est une façade d'un système, on parle de Bourdila, de Jean Martin et aussi de plein d'autres personnages comme ça qui vont, l'estrade Carbonel qui va être responsable aussi de plein de meurtres. Mais Hassan Arabe, j'aimerais bien qu'on parle aussi du 1er mai, de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement le 1er mai et quel a été le rôle du PPA dans cette séquence-là qui va en réalité accélérer le processus répressif en Algérie par rapport à toutes ces formations de milices que Achari avait déjà préparées dès avril 1945. Avant d'évoquer le 1er mai, parce qu'il y a des événements qui s'enchaînent, on revient un tout petit peu en arrière. On revient au mois de décembre 1944 et il y a un massacre donc, au Sénégal. Donc c'est le fameux massacre du 1er décembre 1944 de Tiaroy. Donc c'était ce qu'on appelle des tirailleurs sénégalais qui ont participé donc à la libération de la France, tout comme les Algériens, et qui réclament leur solde. Voilà, donc on les a manipulés, parce qu'ils réclamaient leur solde dès le mois d'août, juste après la libération de Paris. Donc, et on a tout fait pour les ramener au Sénégal, et au Sénégal on les ramène dans cette caserne de Tiaroy, et puis on ramène des mitrailleuses. D'ailleurs jusqu'à présent, tous les historiens qui ont travaillé, c'est un autre crime impuni de la colonisation française, et qui est renégué par la France. On n'a pas le chiffre exact, on a au moins 1000 morts. Donc c'est des tirailleurs qui sont d'origine au moins de 10 États, de 10 pays africains. C'est dans ce contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà donc la Deuxième Guerre mondiale, comme la Première d'ailleurs, a remis en question ce qu'on appelle la légitimité politique et morale de l'empire colonial français. Les Français l'ont compris. De Gaulle, quand il quitte Alger, parce que l'état-major de la résistance, du Conseil national de la résistance française de l'époque se trouvait à Alger, à la veille de la libération de Paris, quand il quitte Alger, il va demander donc au général Martin de faire en sorte à ce que les colonies, notamment l'Algérie, ne doivent pas lui échapper comme un poisson entre les mains. Donc, il a incité à la répression. Parce qu'en 1945, il n'y avait pas c'est pas une insurrection, attention. Parce que les Français ont essayé de présenter les choses pour légitimer un petit peu l'ampleur de la brutalité, disons que c'était une insurrection. Or, ce n'est pas une insurrection, parce que la marche du 1er mai que vous évoquez, c'était une marche pacifique. Le PPA qui a organisé par le Parti du peuple algérien. Donc à Alger, avait un mot d'ordre. C'était une marche pacifique, parce qu'il voulait démontrer que le peuple algérien était derrière la dynamique du PPA et des AML, une dynamique qui va dans le sens de l'indépendance de l'Algérie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai? Donc, il y avait deux cortèges. L'un devait donc démarrer de Bellecour, donc l'actuel Bellecour, et l'autre de la Casbah, pour faire jonction au niveau de la Grande Poste, et après aller vers le gouvernement général de l'époque, et là, donc réclamer, c'était des réclamations pacifiques, demander la libération donc, de Messali Hadj à l'époque, qui a été arrêté, et puis déporté dans un premier temps à Al-Gouléa, ensuite à Brazzaville. Et puis donc la police a tout fait pour qu'il n'y ait pas jonction. C'est à ce moment-là donc que les violences, que la manifestation donc devient une émeute, et la police charge. Il va y avoir 4 morts selon certaines sources, et d'autres avancent 7 morts.
Et parmi donc, ces morts, c'est Mohamed le martyr, bien sûr connu. Donc, un martyr. Il va y avoir également des morts à Oran. Ablid a également plusieurs victimes. Oui. Et puis, on doit dire une chose. Pourquoi ce premier massacre, c'est-à-dire cette brutalité du premier, nous renseigne de ce qui va. C'était le prélude de la grande répression du 1944. Mais on doit rappeler qu'Alger, donc on vient d'avoir donc cette information grâce à Kamel Ben Yaïch, Alger était encerclé le 1er mai 1945, tout Alger. Donc la France avait préparé un dispositif de répression. Oui. Bien avant d'ailleurs, hein, parce que le contexte il est important. On doit rappeler, Ammar connaît bien cet épisode, parce que le 18 avril, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu le fameux congrès des Hachaba. Oui. Et ce congrès, il est présidé, s'il vous plaît, par le préfet d'Alger. Pour vous dire qu'ils avaient un contrôle sur le cheptel algérien. Parce que pour que ce bonhomme se déplace, ils avaient le contrôle, c'est-à-dire la transhumance était véritablement contrôlée par les plus hautes autorités coloniales à l'époque. Et puis il va y avoir un incident, on procède à l'arrestation de 2 militants. Oui. Voilà que 200 autres militants vont tout faire pour les libérer. On les libère. Et on a failli donc lyncher le préfet d'Alger à l'époque. Et la conséquence il va y avoir une alerte, un état de siège qui ne disait pas son nom. Oui. Et elle se termine par la déportation justement de Msaleh Hadj et l'instauration d'un état de siège. Parce que, il faut le souligner, donc, parce que De Gaulle veillait à ce qu'il y ait une répression contre tout mouvement, je cite, séditieux. Alors Hassan, là il y a une question qui s'impose, et là je m'adresse à Maître Fatem Zahra Ben Brahim, parce que Kamel Ben Yaïch pose les bonnes questions en fait. Il nous dit comment peut-on passer sous silence un tel homicide? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts déjà le 1er mai, on ne parle même pas de la séquence du mai, là où il y aura quand même de la barbarie et des crimes pratiqués à ciel ouvert. En France, a-t-on le droit de commanditer des assassinats et de bénéficier de l'impunité? Ça vous parle, parce qu'on arrive à la question de ces archives complètement disparues et parfois détruites. De l'impunité en France, peut-on exécuter de sang-froid des organisateurs d'une manifestation politique pacifique? Les réponses, bien sûr, on ne les a pas. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore élucidé cette affaire, cette grande séquence du mai 45. Oui, et pas seulement le mai 45, il y a bien d'autres crimes qui ont été exécutés. Et on ne peut pas avoir la preuve tangible et irréfutable dont nous avons besoin en droit pour asseoir un crime. Oui. En fait, le corps est là. Le corps du crime, c'est toutes ces personnes qui sont décédées. Oui. Mais si on veut savoir leur nom, ça paraît difficile. Et donc, c'est des personnes qui viennent de l'oubli, qui resteront dans l'oubli. Si on veut agir, on n'aura pas les noms, donc on ne pourra pas agir. Si on veut comprendre, on ne peut pas comprendre parce que nous n'avons pas les archives. Donc toute la question du questionnement reste à poser jusqu'à ce jour. Et nous sommes en train de battre en brèche les archives françaises. Parfois, on arrive à récupérer quelques-unes et très difficilement par des spécialistes, et parfois on les a et on ne peut pas s'en approcher. On ne peut pas en faire une copie, on ne peut pas les étudier. Et donc, là, comme vous l'avez si bien dit, l'accès aux archives est un très, très sérieux problème. Alors, vous avez des éléments concernant justement les archives concernant le 8 mai 45. Vous me dites que
il y a eu une opération voilà, de faire sortir ces archives vers la France en 1962. Oui, tout à fait. Et que pour solidifier un peu ou pour donner de l'immunité à ces criminels, à ceux qui ont pratiqué ces crimes, parce qu'après on va parler des milices embarquées dans cette, bien sûr, cette tuerie à ciel ouvert, vous me dites qu'il y a eu une loi quand même de 1992 qui nous empêche, nous, Algériens, de faire valoir notre droit ou nos droits sur justement la vérité de ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Et là, c'est extrêmement intéressant et important d'en parler. Effectivement, en 1962, toutes les archives concernant, bon, déjà concernant tout ce qui s'était passé en Algérie, mais spécialement pour ce qui est du 8 mai 1945, ont tous été transférés à Aix, Aix-en-Provence. Et puis ces documents sont restés là-bas. Très peu de chercheurs ont réussi à avoir des petits documents simplement, mais pas le dossier dans sa totalité, malheureusement. Et en 1992, voilà que la France prend une décision que j'appellerais barbare également, parce qu'elle n'a aucun socle juridique. Et cette loi qui est votée, elle va concerner les archives civiles. Simplement, ce texte, cette loi, en substance dira, les archives, elles ne seront, soulignons le verbe être, elles seront, donc au futur, elles ne seront communicables que passé un délai de 30 à 60 ans selon le sujet. Alors, on a essayé de faire... Je comprends bien que les sujets les plus graves, les plus dramatiques, les plus accablants vont être repoussés à 60 ans. Hein, ça, bon, c'est très pernicieux. Seulement ce 60 ans, il faudrait l'étudier. Ce 30 ans, il faudrait les étudier. Donc, dans les documents français, dans cette loi, on ne dit pas... on dit elles seront. Et c'est dans le futur, seront. Oui. Donc si on est en 1992, et qu'on peut avoir accès à ces documents 30 ans après, eh bien il faut ajouter à 1972, 30 ans. 92. 92, il faut ajouter 30 ans. Ou 60 ans. Et là, ça va nous mener vers une date où nous ne serons plus là. Ou peut-être que l'oubli aurait non seulement enrobé, mais il aurait effacé ce fait de la mémoire des Algériens. Donc vous voyez que même dans la rédaction de cette loi, il y a quelque chose de pernicieux. Alors, on a eu d'autres archives, d'autres lois, une loi de 2008. Et là, cette loi rendait incommunicables, par exemple, les archives des explosions atomiques, plus d'autres archives. Et on a la ministre de la Culture française qui un jour se réveille en disant bah, écoutez, j'ai essayé de libérer les archives judiciaires et de police 15 ans avant la date. Moi, j'ai essayé de savoir 15 ans par rapport à quelle date. Et je n'ai pas trouvé de solution. Car en fait, les archives judiciaires et les archives de police, encore moins les archives de police, mais les archives judiciaires, on pouvait les avoir parce que c'était des gens qui étaient passés par un tribunal, qui avaient un jugement, etc. Mais les archives de police, comme c'est le cas dans ces affaires-là, très difficile d'y accéder. Donc, je vais vous dire les types d'archives, ces types d'archives dont ils essayent de camoufler leur présence. Où est-ce qu'on va les trouver? Ce sont les archives qui peuvent être trouvées soit dans le cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors, allez chercher dans le cabinet du ministre de l'Intérieur, il y a les archives publiques, mais il y a également les archives personnelles. Et l'accès aux archives personnelles, très difficile. Il faut des autorisations de la personne elle-même. Alors, dans le cabinet du gouverneur également. Dans les cabinets des préfets et des sous-préfets. Malheureusement, c'est ceux-là, les criminels, qui ont provoqué donc le 8 mai 1945. Et ça devient très difficile. Mais bien que ces archives soient abondantes d'après eux, n'est-ce pas? Eh bien, elles sont parfois contradictoires.
Et je crois que mon ami Belkhouja a déjà trouvé peut-être ce genre de réflexion ou d'idée. Elles sont soit contradictoires, d'un service à un autre, du préfet au sous-préfet, au ministre, etc., soit fausses. Parce qu'il faut faire des rapports sur des situations, et qui doit les faire? C'est les criminels. On demande aux criminels de faire des rapports. Oui. Donc ils ne vont pas dire la vérité, ils vont ajouter des faussetés ou raconter n'importe quoi. Et parfois, quand on leur demande, eh bien, c'est des documents qu'ils vont antidater. Ils ne vont pas les dater à la période exacte, mais ils vont donner une autre date. Donc, pourquoi? Parce que c'est des documents qui ne sont pas rédigés sur le fait. C'est des documents qu'on va leur demander de rédiger dans l'urgence plus tard, et évidemment, ils vont commencer à mentir, à raconter n'importe quoi, à minimiser le crime, etc. Donc, pour preuve, on va parler d'un rapport dit le grand rapport. Et ce grand rapport, il s'appelle le grand rapport sur la répression de mai 45. Il a été demandé par le général de la 10e région militaire de l'état-major du 2e bureau, n'est-ce pas? Sur quoi? Suivez bien. Sur les troubles de mai 45. Et nous voyons un mot, trouble, n'est-ce pas? De mai 45 en Algérie, et l'action des forces requises pour le rétablissement de la paix intérieure. Là, on a l'impression qu'ils avaient affaire juste à quelque chose, des broutilles, n'est-ce pas? Et dites-moi qui auront été les forces pour ramener la paix dans les villages, comme si de rien n'était. Pardon, ce dossier, ce rapport, il n'a été remis qu'en novembre 46, alors qu'il avait été demandé pendant le mois de mai. Et il fait signer par le général lui-même qu'il avait commandé. C'est là l'absurdité. Alors, pardon, excusez-moi, l'absurdité. Oui, l'absurdité. Commande, vous êtes général. Vous demandez un rapport. Vous le demandez à des gens. Donc les signataires de ce rapport, c'est qui? C'est ceux qui ont commis le crime. Ceux à qui on a posé la question. Mais si lui signe ce rapport, eh bien c'est tout simplement une façon de couvrir les criminels en le signant lui-même. Oui. Alors, justement, Kamel Ben Yaïch, ça lui a pris 10 années. Hassan Arabe, ça fait 20 ans qu'il travaille, mais pour ce livre-là, je sais que ça a été très laborieux. Il nous parle justement de cette séquence dont Maître Bambaram est en train de parler en nous disant que pour ne pas nuire à l'armée, M. Amr Belkhouja, et à l'administration, les premiers artisans de l'étouffement de la révolte, à savoir l'Estrade Carbonel, André Achiari, le colonel Bourdila et le général Duval, pour ne citer que cela, n'ont pas été auditionnés, d'accord, ni inquiétés, Hassan. Donc, jamais. Attendez, je continue juste, je reprends ce qu'a dit Kamel Ben Yaïch. L'autorité a fermé la voie à la moindre enquête judiciaire. Donc, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire. La commission du général Tubert a été priée de mettre fin à sa tournée et de regagner Alger, c'est-à-dire quand ils ont compris qu'il y avait beaucoup de choses à relater, comme il y avait beaucoup de massacres, il y avait beaucoup de fosses sceptiques, il y avait des fours crématoires. Donc, au bout de quelques heures, ils les ont semés de rentrer à Alger le 25 et le 26. Et puis le travail de la commission Berger est sommé d'être arrêté. Donc voilà, on en est là. Mieux encore, juste un détail. Mais rapidement, Hassan, parce que j'ai envie de donner la parole à M. Amr Belkhouja. Parce que le général de la gendarmerie, Paul Tubert, c'est lui qui a... était un ami dans la résistance de Achiari. Donc il n'a pas effectué un déplacement à Galma. Parce que voulant étouffer, parce qu'à Galma, c'était vraiment le massacre. Nous allons y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé à Galma? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Justement, je reviens. Allez-y, parce qu'on a justement un extrait qui va vous permettre justement de rebondir sur ce qui s'est passé à Guelma, ce qui s'est passé à Sistif et dans beaucoup d'autres régions de notre pays. Kateb Yassine, écrivain, bien sûr, algérien, penseur, qui était présent, il était jeune, il a vécu ces événements à Sétif. Il nous en parle et il parle de la sauvagerie, justement, M. Amr Belkhouja, des procédés qui ont été érigés ou organisés, ce crime à ciel ouvert par ces militaires et ces responsables français en Algérie. On regarde. Le défilé du 8 mai
45 à Sétif, qui était vraiment imposant parce qu'il faut savoir que le mardi, c'est le jour de marché à Sétif. Et il y a énormément de paysans, il y a des communes très peuplées tout autour. Et il y a énormément de gens un jour de marché à Sétif. Les paysans étaient désarmés, mais c'était une immense foule. Et devant la foule, il y avait les scouts musulmans. Et derrière les scouts, des étudiants, dont certains étaient des camarades. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participé à la manifestation avec ces étudiants. Mais nous avons tout juste fait quelques pas. Et puis il y a eu les coups de feu. Le cortège a reflué, on a vu même des enfants écrasés. Et puis c'était la panique. On ne pouvait pas bien comprendre ce qui se passait, mais on voyait bien que c'était très grave. J'ai pris la décision de rentrer dans mon village parce que mon père était malade. L'armée est arrivée, il y a eu des scènes de viol, etc., mais ça je l'ai su après. Bref, l'armée a occupé le village, la région, et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison, là c'était des civils, j'ai été arrêté, conduit à la gendarmerie, ensuite à Sétif, au camp d'artillerie, où là nous étions quelque chose comme 6000. 6000 Algériens de cette région-là, et il y avait, moi j'étais jeune, j'avais 15 ans, mais il y avait plus jeunes que moi. Il y en avait qui avaient 12 ans, des gosses qui avaient été ramassés. C'était une sorte de coup de filet. Bon, à la gendarmerie, par exemple, dans le village, on avait vu des corps, on avait vu des cadavres pour arriver à la gendarmerie. Et puis, on entendait des coups de feu, souvent, surtout la nuit, tout près. Alors, tout le monde pensait qu'on allait être liquidé. Bon, les gendarmes et l'armée amenaient tout le temps de nouveaux prisonniers et on comprenait bien qu'il y avait vraiment une vague de répression qui s'est poursuivie après. Et c'est à Sétif, surtout quand on est arrivé au camp, que nous avons commencé à avoir quelques informations et à comprendre l'ampleur du massacre. Oui, c'était vraiment un massacre, un grand massacre. Et il faut comprendre qu'il n'est pas dû au hasard, il n'est pas seulement lié à l'histoire entre l'Algérie et la France, puisque ce massacre, le même, et peut-être encore plus ample, s'est produit à Madagascar, la même année. Et en Indochine aussi. C'est la même politique qui a conduit à ces massacres-là. Puisque en Indochine, le bombardement de Haiphong, le revirement du gouvernement français avec le bombardement par d'Argentieux, l'amiral d'Argentieux, qui traduisait un changement radical de la politique française. Parce qu'après le discours de Brazzaville de Gaulle, on pensait que le gouvernement de la France libre serait pour l'émancipation des colonies. Il y avait des espérances et des illusions dans ce sens. On parlait d'union française. Et quand on a vu le massacre, quand on a commencé à avoir des nouvelles de ce qui s'était passé, par exemple pour ma part, moi j'étais dans la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Galma, et dans la région. Et on a appris là que les massacres ont été extraordinairement sauvages. Et ils voulaient vraiment nous anéantir, et d'ailleurs les plus cyniques disaient, bon, comme ça on aura la paix pendant 10 ans. Ce qu'ils faisaient, c'était vraiment, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, ils la sentaient relever la tête. Et à Galma, par exemple, ils se présentaient avec des camions dans les domiciles. Ils prenaient, j'ai eu comme ça beaucoup de camarades d'école, beaucoup de jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi à peu près, et beaucoup d'autres qui ont été ramassés et froidement exécutés par les milices. Alors ces milices, c'était naturellement des milices de colons, mais elles agissaient en rapport étroit avec l'armée. Ça a été vraiment la boucherie. D'autant plus que c'est allé très loin, c'est-à-dire on n'aurait jamais soupçonné tant de haine. Et oui, Kateb Yassine, qui était témoin des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, mais il parle aussi de Galma, il parle de la violence et de la sauvagerie de la répression menée par l'armée et les colons, ces milices qui ont été justement encadrées par l'armée pour tuer et assassiner des Algériens. Qu'est-ce que vous nous dites, M. Amr Belkhoudia, par rapport justement sur la sauvagerie de la répression? Certaines méthodes de cachotterie des archives, et je reviendrai un peu sur la situation de terreur qui s'était passée à Galma. Les archives, il y a d'abord ce qu'on appelle le nettoyage.
Alors, le nettoyage consiste à prélever les dossiers les plus compromettants. Ça, c'est un pouvoir discrétionnaire qui appartient à quelques forces occultes dans les institutions françaises. Et puis, il y a les apocryphes. Les apocryphes, nous avons eu affaire à des apocryphes où des spécialistes en graphologie ont bien imité le graphisme et l'écriture de l'émir Abdelkader en lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus. L'apocryphe, nous l'avons connu pendant la guerre d'indépendance. On a introduit les services spéciaux. On a introduit 4 à 5 numéros du journal El Moujahid, de faux numéros, qui ont été débusqués et découverts par le FLN et par le GPRA. Guelma 45. Guelma 45, c'est que ce triste personnage qui répond du nom d'André Achiari, sous-préfet de son état à Guelma, a mis en place ce qu'on appelle, s'ils appelaient à l'époque, une cour martiale, c'est-à-dire un comité qui statuait sur les condamnations de ceux qu'on appelait à comparaître devant ce comité qui décidait de la vie ou de la mort des citoyens de cette ville. Et ce comité, cette cour martiale, ce Ku Klux Klan de l'époque, il travaillait sur 3 listes. La première liste, c'est tous les éléments qui appartenaient aux amis du manifeste et de la liberté. On a commencé par la section. La section qui était composée de 11 membres, dont le secrétaire général était Smaïl Abda, âgé de 22 ans, un ancien médersa de l'Institut Bembadis à Constantine. Il est allé lui-même les déloger, les enlever, les kidnapper de leur domicile pour les faire exécuter. Ensuite, alors, tous les éléments qui appartenaient au mouvement nationaliste, et notamment les éléments du PPA. La deuxième liste, c'était aussi une autre liste, c'est les ulama. Tous les sympathisants de l'association des ulama, les instituteurs de la médersa libre, ont été appréhendés, arrêtés et assassinés. Troisième liste. Alors, troisième liste, elle est aussi ignoble que les 2 premières listes. C'est le secrétaire général de la CGT locale qui ramenait les adhérents de la CGT. Et tous les adhérents de la CGT étaient livrés au bal de la milice et au bal de l'armée française. Je citerai quelques cas. Je citerai d'abord un cas à Kharrata. Kharrata, le cas de Lounes Hannouz, que j'ai connu pendant qu'on était à la fondation du 8 mai 45 avec M. Béchir Boumaza, Lounes Hannouz était bachelier, officier dans l'armée française, qui avait une mission assez spéciale, et qui rentre chez lui. Et beaucoup d'Algériens qui se trouvaient sur le front antifasciste, quand ils sont rentrés chez eux, dans leur douar, leur gourbi et leur maison étaient en train encore de fumer, et leurs parents assassinés. Hannouz, il rentre à Kharrata, sa mère, elle est folle, son père assassiné et ses 3 frères assassinés. Et ils sont amenés sur un pont pour les faire jeter sur les gorges de Kharrata. Et on appelait les gorges de Kharrata un endroit Shabat el-Akhra. Combien d'êtres humains, combien d'hommes qu'on a ramenés par camion et qu'on jeté par-dessus les gorges. Alors Hannouz était affalé. Lui qui combattait aux côtés des Alliés retrouve toute sa famille décimée. Un autre militant à Guelma, on l'arrête, on le met pour l'exécuter. Il y a un peu le temps d'exécution de la milice. Je viendrai à la milice. On n'a pas, c'est une constitution de colons, et sur le plan de la légalité, c'est du véritable banditisme, c'est du véritable crime. Laquelle milice, on l'a déjà retrouvée en 1871. Donc quand l'armée, quand un système, quand un régime mobilise des civils, c'est pour leur dire vous pouvez assassiner en toute impunité. C'est-à-dire une entreprise terroriste. Voilà, il faut le dire, il faut employer les mots qu'il faut. Le sous-préfet André Achiari était à la tête d'une organisation terroriste. Terroriste. On ramène un Guelmois, on s'apprêtait à l'exécuter. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, je vais mourir, vous allez m'exécuter lâchement. Mais un jour viendra où mon fils me vengera.
Qu'est-ce qui fait le peloton d'exécution Oui. constitué par la milice? On arrête, on suspend l'exécution et on va chez lui. On retrouve un enfant âgé de 10 ans, on l'assassine, on ramène la dépouille, on la jette devant le père qu'on va exécuter par la suite. Une femme, la famille Righi, toute la famille était décimée. Mohamed, son frère Hafid et sa sœur Fatima Zahra. Fatima Zahra, âgée de 30 ans, bilingue, très active au sein des AML, et elle apprend que son frère Mohamed, hôtelier, personnalité respectable, connue dans la cité, que son frère Mohamed et son deuxième frère Hafid ont été assassinés par la milice de André Achari. Elle se présente chez André Achari, courageuse comme elle était, et elle lui dit: mes frères, de quoi ont été-ils accusés pour que vous les assassiniez froidement? Il donne des ordres à la milice. On l'arrête. On la torture. Elle fait l'objet de viols collectifs. On lui bande les yeux avant de la tuer. Elle arrache son bandeau et elle meurt avec dignité en criant Allahu Akbar, Tahiyya al-Jazair. La milice, aux côtés de l'armée, les avions qui volaient en rase-motte pour mieux cibler les paysans qui fuyaient. Et je dirais, avant de terminer, que les troubles, comme ils sont définis dans le rapport, les troubles n'ont duré que 3 jours. Et les victimes françaises ont été de l'ordre de 102. 102 colons et des fonctionnaires ont été tués pendant les grandes émeutes, la grande révolte des Sitifiens, des Guermois et des habitants de Kharrata. 102, et pendant 3 jours, on a les troubles ont cessé. On a continué à assassiner après 3 jours, et pendant tout le mois de mai, et pendant tout le mois de juin. Et il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on va consacrer plusieurs numéros durant le mois de mai à bien sûr, à cette séquence très très importante, à cette date charnière des massacres du 8 mai 1945. Il faut savoir que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décrété le 8 mai de chaque année, bien sûr, la journée nationale de la mémoire. Ça, c'est pour vous dire combien est-il important aux yeux de notre président, mais aussi il y a une volonté bien sûr politique de transmettre notre histoire et mettre la lumière sur tous ces crimes coloniaux. Madame Fatem Zahra Ben Barham, on en a parlé avant l'émission, on se disait que Gilles Montserrand avait dit que la vérité finit toujours par émerger ou éclater, et vous avez, vous, justement des exemples comme ceux de M. Ammar Belkhoudja sur justement la souffrance surtout des femmes et des enfants. Là, c'est très important. C'est vrai qu'on parle de ces hommes qui ont été jetés à Kharrata, à Chabt al-Akhra, mais il y a aussi beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants qui ont subi des violences et ont été assassinés froidement et tués par l'armée coloniale et ses milices. C'est pour ça que je dis une émission d'1 heure ne peut pas suffire. C'est clair. Évidemment. Mais avant de parler donc de ce cas, il faut revenir, il faut être pratique et il faut être didactique également dans l'étude de ce. Il faut revenir à la répression. Cette répression est une répression différente de toutes les autres formes de répression qu'a connue l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur nouveau, c'est la milice civique. Donc la répression était organisée par l'armée, par la police et par les citoyens. Donc la milice civique qui a été la plus virulente. Et le 9 mai, donc juste après, eh bien, le soir à Guelma, il va y avoir un recrutement de 800 civils à qui l'armée va remettre 101 fusils. Donc c'est une intention, c'est le bras de l'armée, le bras civil de l'armée. Ils vont donc prendre 101 fusils qu'ils vont prendre dans les casernes. Et les colons vont venir également avec leurs armes personnelles. Et c'est ça qui forme quelque chose dont on n'a pas parlé, ou on a peut-être survolé, le comité de salut public. Ce comité va commencer à partir du 19 juin à s'allier avec le général Schmitt qui va venir avec des goumiers du Maroc. Et donc
le pouvoir de cette milice va déborder sur le pouvoir de la police. Et vous comprendrez que la police était, plutôt l'armée, était tout à fait d'accord pour éviter qu'elle soit mise en exergue dans tous ces crimes. C'est dire citoyens algériens, citoyens français, ils se sont battus, etc. Donc c'était une organisation paramilitaire qui venait de naître et terroriste, comme vous venez de le dire. Elle sera reconnue et présente comme telle par les représentants de l'État français lui-même. Oui. Donc c'est une nouvelle structure qui n'existe pas, ni dans les livres de l'armée, ni ailleurs, mais on va les reconnaître. Ça vous rappelle rien du tout, ça? Ça devrait vous rappeler l'OAS. Oui. Ça devrait vous rappeler l'histoire est cyclique, c'est le même, n'est-ce pas? Alors, il commence à attaquer tous les Algériens, d'abord ceux qui sont des partisans, donc dans des partis politiques, et tous les autres. Et donc, on va avoir des disparitions. Le nombre d'arrestations à ce jour n'est pas connu. Et c'est pourquoi ces rapports n'ont jamais vu le jour et n'ont jamais été publiés. Ouais. Pour tous ces gens qui sont morts, il n'y a pas d'inscription sur parce que quand il y a cette cour, cette organisation, elle va demander un tribunal également pour juger. Donc on va l'appeler le tribunal du comité du salut public. Ça va s'appeler un tribunal du comité du salut public. Nous avons le salut public des personnes armées qui vont tuer et un tribunal spécial. Attention, il faut faire la différence entre un tribunal martial. Quand on parle d'un tribunal martial, il y a la loi martiale qui s'applique dans ce tribunal, mais c'est les militaires qui commettent des actes irréguliers. Là, non. C'est une masse et elle va avoir un tribunal. Alors, ce tribunal va être assez spécifique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas... il faut voir la répression en 30 ans. Premièrement, ils vont dans la rue, ils vont ramasser dans des camions, ils vont ramasser des gens. Soit ils les font passer par un comité de tri, et ce comité de tri va dire ceux-là vont être jugés, ceux-là ne vont pas l'être. Ou alors, directement, on les ramène. Mais savez-vous qui étaient ces juges? Ce n'étaient pas des militaires. Enfin, ce n'étaient pas des juges professionnels. C'était des juges ad hoc qu'on prenait sur la masse et selon leur disponibilité. C'est ce que disait M. Ahmad Boukhoudia, c'est-à-dire on s'improvisait juge, c'était des colons qui étaient armés, à qui on a donné le droit de juger et de tuer et d'assassiner. Ils avaient des prérogatives très étendues, en ce sens que le jugement se faisait dans l'heure et l'exécution se faisait tout de suite après. Il n'y a ni juge d'instruction, ni enquête, ni audition, ni preuve, ni rien du tout. On ramène un camion, c'est des paquets de 4, ils sont auditionnés, même pas. On leur pose même pas la question. On vous a trouvé, tac, le jugement. À peine prononcé, on vient les prendre et on les exécute. On les exécutait dans les cours et dans la cour. Quand il y a eu un très grand nombre, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, ils ont essayé de trouver les prisons pour les mettre. Et le procureur de la République a refusé, tous les procureurs ont refusé. Parce que lorsque vous ramenez un prisonnier régulier, on lui demande son identité, etc. Il y a un registre des écrous et on va mettre tel jour, telle personne est rentrée. Pour voir si elle va être jugée, si elle va être libérée, etc. Donc il n'y a aucune traçabilité parce qu'ils n'ont pas été portés dans ces registres. Le procureur a refusé de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait des masses de citoyens. Il les faisait dormir à la prison le jour même. Le lendemain, il les prenait pour les exécuter et il ramenait d'autres masses. C'est ça qui a été très particulier dans la répression de... C'est le marqueur d'une pseudo-justice, voilà. C'est ce qu'on appelle donc les jugements des tribunaux de salut public. Mais ce sont les prisonniers qui creusaient les fosses communes. Très souvent, c'était eux. Justice arbitraire. Oui. Et c'était eux aussi qui parfois enterraient leurs collègues, leurs amis. C'est ça, parce qu'il y avait tellement de... Alors ça c'était, vous savez, ces tribunaux, c'était dans les écoles, dans les casernes, dans les tribunaux, n'importe où. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'autre, puisque nous n'avons pas tellement de temps. C'est les exécutions sommaires. Alors ceux-là, ils les ont appris exécution judiciaire.
parce qu'il y a un semblant de justice qui a été rendu par des gens qui n'ont rien à voir avec la justice. Mais maintenant, allons voir les exécutions sommaires. Oui. Alors, les exécutions sommaires, entre le 11 et le 12 mai, Achiari a donné ordre aux miliciens, n'est-ce pas, d'exécuter hors des remparts de la ville. D'ailleurs, la ville sentait tellement mauvais, n'est-ce pas? Il leur a dit, sortez, tuez à l'extérieur. Donc, ils ont tué hors de Guelma, pour éviter, d'après lui, le désordre social. Alors, des gens ont été exécutés par centaines. Les traces d'exécution, on ne les a pas. L'été 45 jusqu'à 48, il y a eu 309 fiches de police, les seules, n'est-ce pas, judiciaires, qui ont été dressées à la direction du commissaire Berger. Donc, ces fiches de police portaient, comme certains, comme disait tout à l'heure Belkhodja, des noms, des prénoms, etc. Mais, ils avaient été demandés par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que c'était le début des commissions. Donc, ils voulaient savoir quel était le nombre. Ces plaintes ont été, les 309 fiches ont été retenues parce qu'elles ont été déposées, les plaintes ont été déposées par les parents. Oui. Et donc, on savait qui était la personne assassinée, qui est venu la prendre pour l'assassiner. Souvent, c'était un voisin, un ami, un employé, etc. Il y avait certaines informations. Il n'y a que 309 fiches qui peuvent exister. Donc, pour eux, il y a 309 personnes. Donc, je voudrais vous dire également quelque chose d'important. Et parfois, pour étouffer, bien sûr, pour étouffer le crime et le massacre et les assassinats, sur 80 000. On assassinait même les témoins de la même famille. Voilà, alors là, c'est important. Bien sûr, s'il y avait la maman qui avait vu qu'on avait assassiné son fils, on vient le lendemain pour l'assassiner elle-même, et ça, c'est terrible. Ça, c'est sur les 200, mais rapidement. Il nous reste quand même une J'ai deux petits points et je finis. Alors, sur les 255 victimes, il y a le nom suivi d'une mention, X. Et c'est quoi 6 et un nombre déterminé. Alors, on prend une fiche, on met le nom et on met X. X veut dire nombre indéterminé. Et c'est ce que vous venez de dire. On allait dans les maisons, on ramassait les parents, etc. Mohamed est retenu, on a son nom, et ben on prend toute sa lignée. Et on les tue. Je voudrais vous parler du rôle des femmes. Les femmes victimes varient entre 4 et 25% de la population algérienne. Alors les femmes, quand il y avait une chasse dans un village, les hommes faisaient front. Ils faisaient face à l'armée et ils retardaient le départ des femmes. Et les femmes qui avaient repéré des endroits dans les montagnes pour se cacher, prenaient leurs enfants et couraient. Donc elles avaient des longueurs d'avance. Et là, il y a, juste après, quand on assassine tout le monde dans le village, il y a une autre opération, ça s'appelle les coureurs de bois. Et les coureurs de bois, c'est des opérations de police, c'est-à-dire les polices et les miliciens sont lancés à la chasse de ces femmes pour les violer et pour les tuer. J'ai un exemple du gibier. Exactement. J'ai un exemple qui est très 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 expressif, c'est qu'il y avait une femme qui avait deux jeunes filles. Et pour éviter le viol, parce que le viol c'était quelque chose de très 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 dégradant pour la famille et pour la femme, donc qu'est-ce qu'elle a fait? En voyant arriver ces miliciens vers elle, très contente de trouver trois jeunes femmes, elle les a retenues et elle s'est jetée des gorges de Kharata. Et c'est pourquoi... Ça, c'est pour dire qu'elle préférait se donner la mort que d'être... Et c'est pourquoi on dit que les corps de ces femmes ont tapis les oueds desséchés ou dévorés par les animaux dans les lits des Memouettes. Oui. Alors, voilà ce qu'a subi la femme algérienne. Oui, madame. Malheureusement. C'est très émouvant de vous écouter, bien sûr, et de parler de ces assassinats et de toute cette atrocité qui a été encore une fois orchestrée par l'armée coloniale et la France coloniale et la France politique aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est elle qui était aux commandes. Et la France terroriste. On va regarder avec vous cette dernière vidéo qui parle justement de ces archives détruites ou ces archives masquées pour ne pas justement subir le jugement du temps et de l'histoire, parce que l'histoire finira par avoir raison sur cette France coloniale, et on revient juste après pour la dernière ligne de notre émission.
Et oui, on vient de voir Hassan Arabe, bien sûr, ces fours crématoires qui ont servi à chaud de la police. C'est pour. On a essayé donc de masquer l'ampleur du massacre parce qu'il fallait brûler et enterrer faire des milliers les corps, de cadavres, donc des cadavres provoqués par justement une répression aveugle qui a été assurée par l'armée. Mais la particularité de la répression de 1945, c'est la milice, mais aussi, on n'a pas dit une chose, c'est les nervis de la police. Les nervis de la police, c'est-à-dire c'est les anciens détenus, c'est les gens du milieu, etc., et qui ont été déjà injectés dans les rangs des AML au début du mois de mai, et qui vont commettre les pires atrocités, notamment à Sétif, et puis un élément. Parce que Ammar tout à l'heure a parlé des listes des gens qui ont été massacrés, raflés par Achiari. Il y a un bonhomme, un sinistre bonhomme qui a joué un rôle, c'est l'inspecteur des renseignements généraux, la police des renseignements généraux, c'est l'inspecteur Bérard. Alors c'est lui qui remettait la liste des syndicalistes, la liste du conseil de l'administration de la Médersa de Guelma, c'est la liste de tous les militants des AML, et j'en passe. Donc il y avait une coordination entre le milieu, donc c'est une organisation terroriste. Achiari a mis en place un ordre subversif. Donc il avait en quelque sorte dissous toute l'administration, toutes les institutions coloniales pour les remplacer par, que ce soit la justice, que ce soit la police, etc., par des institutions subversives. Donc il a mis en place une organisation terroriste, comme vous l'avez souligné. Voilà. Madame Fatem Zahra Ben Brahim, vous voulez revenir sur, bien sûr, ces fours rapidement et... Oui. Alors, je les connais très bien parce que je les ai visités, je les connais parfaitement. Il reste jusqu'à présent des traces de suie sur les... En fait, ça, c'est un four crématoire. Il est en dehors sur la route, sur la grande route, mais un peu en dehors. Mais pour ce qui est des fours crématoires, des fours à chaud, c'est dans les propriétés des colons français. C'est différent. Ils ont également, quand ils ont eu un nombre extraordinaire de morts, ils les ont jetés sur la route, pour que les animaux affamés de l'époque viennent les manger. Mais je voudrais parler de Kefel Bouma. Peut-être la semaine prochaine, mais si vous voulez le faire rapidement, oui, allez-y. Très rapidement. Kefel Bouma, il a servi, il avait la même fonction en fait que ces fours crématoires. Alors je préfère garder Kefel Bouma parce que les gens de Guelma l'appellent Kefel Boumba. En fait, ce n'est pas Kefel Boumba. Dans tous les anciens écrits, on trouve Kefel Bouma. Le Bouma, c'est le hibou. C'est l'oiseau d'un présage, mauvais présage. Donc, on va laisser Kefel Bouma parce qu'il y a beaucoup à dire pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maître Fatem Zahra Ben Brahim. Je vous laisse le dernier mot parce que le temps nous presse, M. Ammar Belkhodja. J'ai oublié de parler du groupe Noujoum, groupe des SMA de Guelma, composé de 40 jeunes de 10 à 14 ans. 15 ans. Les 40 scouts sont arrêtés par la milice, sur ordre d'Achari et assassinés dans leur totalité. La milice, pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, c'est encore une milice que nous allons connaître. Sauf qu'elle est déguisée, elle est en uniforme. Ce sont les unités territoriales. Oui. Les unités territoriales, ce n'est qu'une milice déguisée parce qu'elle est composée de pieds noirs. Merci beaucoup, Monsieur Ammar Belkhodja. En tout cas, la semaine prochaine, on en parlera encore plus parce qu'on va parler de Sétif, des scouts, de tous ces, bien sûr, Algériens et Algériennes qui sont sortis le 8 mai pour célébrer cette journée et pour réclamer l'indépendance de l'Algérie avec vous et Hassan Arabe. Merci beaucoup, Hassan Arabe, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Fatem Zahra Ben Brahim. En tout cas, la soirée continue sur Canal Algérie. C'est une soirée théma qu'on vous propose. Donc, juste après l'émission, on va vous proposer un documentaire avec Kamel Ben Yaïch qu'on a rencontré à Sétif autour de son œuvre et puis pour parler justement de cette journée du 8 mai 1945. Excellente soirée à vous sur Canal Algérie. Bonne suite des programmes. Je remercie bien sûr nos équipes de la régie 1 du 21 boulevard des Martyrs, le service de l'information et puis nos équipes de Canal Algérie, la direction de Canal Algérie et toutes nos équipes. Merci à tous et bonsoir.